Comment tu vas? Ça va. Ok. Format un peu particulier de vidéo, c'est la première fois qu'on tourne vraiment dans mon salon un peu en format podcast. C'est pas un podcast de Pamine, mais ça pourrait s'y apparenter. Et du coup, aujourd'hui, je suis accompagné d'Annabelle. Annabelle, si tu veux te présenter, est-ce que tu veux te présenter toi-même ou est-ce que je te présente? Présente-moi, vas-y, Ok, parce que je sais jamais quoi dire. Annabelle, du coup, on travaille ensemble depuis un an, ouais, plus d'un an, même maintenant. si on se connaît depuis beaucoup plus longtemps que ça. Annabelle, c'est la personne qui gère absolument tous mes partenariats. Donc là, c'est les seuls moments où je regarde la caméra, mais c'est pour l'introduction. Qui est du coup derrière tout. Au final, c'est grâce à toi qu'on peut tourner aussi cette vidéo parce que ça permet de financer la chaîne et d'apporter un peu tout simplement l'argent qui permet de payer ensuite Lou et toutes les personnes qui travaillent ici. Parce qu'encore une fois, moi, je suis toujours 100% à l'hôpital. Donc la seule chose que je peux faire, c'est déléguer, gagner du temps. Et donc des points de vie, et ça ne serait pas possible sans Annabelle. Et du coup, Annabelle, on se connaît depuis quelques années maintenant. Ouais, 3-4 ans. Et il t'est arrivé quelque chose sur le plan personnel, parce que tu as dans ton entourage des soignants. Oui. Tu as dans ton entourage des patients. Oui. Tu connais un peu le monde de l'hôpital. Je crois que l'hôpital, c'est pas un milieu que tu aimes bien. Voilà. Et par la force des choses, tu as été amené à fréquenter beaucoup plus les hôpitaux parce que les hôpitaux, voilà. Tu as été amené à fréquenter beaucoup plus les hôpitaux parce que tu es devenue toi-même patiente avec le syndrome d'Ehlers-Danlos. Exactement. Qui se prononce bien. C'est ça, voilà. c'est exactement ça. Qui fait partie des maladies rares et ça va être le sujet de cette vidéo. Ouais. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, je me voyais pas du tout en parler juste face caméra parce que c'est quelque chose qui est très, qui est vraiment pas connu et qui est très 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 spécifique. Il y a quelques films qui en parlent, on en parle un petit peu, mais le nom fait parler parce que c'est un nom qui est compliqué, mais finalement très peu de personnes connaissent la pathologie, que ce soit grand public ou professionnel de santé. Et donc du coup, plutôt que d'en parler tout seul dans mon studio, je me suis dit que on s'est dit mutuellement que c'était sympa d'en parler face caméra. Est-ce que déjà, avant de regarder cette vidéo, vous avez déjà entendu parler du syndrome d'Ehlers-Danlos et quelles sont un peu vos projections sur la maladie? On vous laisse 10 secondes et on va boire de l'eau. Moi, du coup, avant de préparer cette vidéo, j'ai fait des petites recherches parce que moi-même, comme je l'ai dit, je maîtrise pas du tout cette maladie. Donc, je vais vraiment juste introduire ce que c'est la maladie. Et après, tu vas nous parler un petit peu de... parce qu'on peut parler d'errance thérapeutique. Tu as été dans l'errance thérapeutique avant qu'on mette des mots sur ton ressenti. Et donc, du coup, c'est vraiment toi qui vas nous livrer. Moi, je te poserai des questions au fur et à mesure. Donc, déjà, le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique qui est transmissible, enfin, qui est... Et j'ai plus le terme, voilà. Héréditaire. Qui est héréditaire. Donc, du coup, la première question, c'est est-ce que tu as des personnes qui ont le syndrome d'Ehlers-Danlos dans ta famille? Ouais, j'ai ma maman qui a le syndrome d'Ehlers-Danlos et elle a été diagnostiquée, je dirais, il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et elle, pour le coup, a eu un parcours d'errance médicale encore plus long. Parce que moi, c'est vrai que mon parcours d'errance a été réduit parce qu'on savait qu'il y avait ma maman qui avait ça. D'accord. Donc, ça nous a permis après d'avoir un peu plus une piste pour chercher. Je me rappelle des tests génétiques. Voilà. Donc voilà, mais j'ai ma maman qui l'a et à l'heure actuelle, dans ma famille, on pense qu'au-dessus, ma grand-mère l'a. Bon, maintenant, elle est très âgée, donc c'est plus du tout le sujet ni les soucis du moment, mais voilà, je pense que c'est de ma maman. Ok, donc voilà, donc c'est une maladie qui est héréditaire, merci de m'avoir rappelé le terme. Et la particularité pour une maladie héréditaire, c'est que habituellement, la plupart des maladies qui sont héréditaires, elles touchent un seul gène. C'est pour ça que ça se transmet facilement, parce que quand ça touche un seul gène, l'anomalie, elle se transmet facilement. Alors que là, ça touche beaucoup de gènes, et ça se transmet pourtant aux enfants aussi. Donc voilà, première chose à savoir, maladie héréditaire qui va toucher le collagène, qui est une protéine, la protéine que l'on retrouve en majorité dans notre corps humain. Le collagène qui sert à notamment structurer tous les les tissus conjonctifs. Je vais y arriver. Tissus conjonctifs qui font partie des 4 grandes familles de tissus qui composent le corps humain. Et donc le tissu conjonctif, on le retrouve dans à peu près partout. Ouais, 80% des organes. 80% des organes sont composés de tissus conjonctifs. Et voilà. Et donc le syndrome d'Ehlers-Danlos va toucher cette protéine et donc affecter absolument tous les tissus conjonctifs du corps humain. Mais pour autant, il n'y a pas, on est d'accord, il n'y a pas un seul syndrome. Si je ne m'abuse, il y en a 13 formes différentes. Ouais, il y a 13 formes différentes.
Il y a 13 formes différentes et voilà. Donc c'est une maladie qui est rare. J'ai pas du tout l'incidence. Je sais pas du tout. Je sais plus. Je l'ai regardé, mais ça change beaucoup. J'ai l'impression que c'est une maladie qui commence un peu plus à être connue. Il y a un peu plus de diagnostics. Mais je veux pas dire une bêtise, mais on est quand même à très peu. Oui, c'est vraiment. C'est pour ça qu'elle est classée dans les maladies rares et que j'ai vu que l'association du syndrome de l'air dans l'os était créée seulement en 2018, je crois, de ce que j'ai vu sur le site. Il y a 2 assos. Il y a SAID in Plus et il y a SAID in France, si je dis pas de bêtises. Qui sont assez récentes, qui sont quand même bien structurées, mais qui sont quand même assez récentes. Ouais, c'est ça. Et donc oui, parce que comme tu as dit, pendant des années et même des siècles, en fait, il y avait plein de personnes qui avaient cette maladie, mais on ne posait pas de mots dessus. C'est un peu, alors c'est un peu hasardeux comme comparaison, on peut quand même un peu comparer avec l'endométriose, c'est-à-dire un mot, c'est-à-dire des gens qui vivaient avec ça, on savait pas ce qu'ils avaient, c'était comme ça, parce qu'au final, c'est pas une maladie qui est mortelle, sauf dans certains cas précis, et donc du coup, juste, c'était un handicap avec lequel les personnes vivaient et on cherchait pas de solution. Et comme il y a tellement de symptômes qui sont tellement variés, vu que 80% des organes sont touchés, on peut vraiment avoir plein de trucs différents d'une personne à l'autre. En fait c'était très dur, c'est très dur à diagnostiquer même aujourd'hui parce que si on prend chaque chose séparément, on peut mettre des mots sur plein de maladies différentes, c'est ce qui m'était arrivé avant, jusqu'à ce qu'on trouve qu'en fait il y a quelque chose qui englobe tout ça, donc c'est vraiment un point qui fait que le diagnostic est encore plus difficile, le fait que ce soit aussi variable. On va en parler justement. Est-ce que tu peux nous dire toi un peu quels ont été tes symptômes, qu'est-ce qui t'a amené à déjà consulter, parce qu'avant l'errance thérapeutique il y a forcément une consultation, qu'est-ce qui t'embêtait au quotidien et qui t'a mis petit à petit sur la piste du syndrome de l'air dans l'os? J'ai mis très longtemps avant d'accepter cette piste même. En fait, donc ma maman, ça fait, je pense, bien 8 ans, donc elle est diagnostiquée. Et quand elle a été diagnostiquée, moi, j'ai complètement fait l'autruche. Comme tu l'as mentionné, j'aime pas trop tout ce qui est le milieu médical. Et donc, je m'étais dit, moi, je suis là pour ma maman quand elle a besoin, mais je veux pas savoir qu'est-ce qu'il en retourne médicalement. Je suis très sensible. Donc, en fait, je savais même pas que c'était une maladie génétique. Je savais même pas... je savais rien du tout sur le SAID. Et moi, depuis petite, en fait, j'ai toujours eu plus ou moins des petits symptômes, j'ai envie de dire, mais je comprends maintenant que c'était des symptômes. C'était des trucs qui peuvent paraître hyper anodins, mais j'étais très maladroite, je me cognais beaucoup, je lâchais des objets que je pensais bien tenir dans ma main, de manière, toujours beaucoup de bleu, les jambes remplies de bleu, très très souple, très 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 souple, tout le temps des entorses. Tout le temps, et en fait on a rigolé beaucoup avec ma famille, ils m'ont dit j'avais toujours un pet de travers, j'avais toujours un souci de santé, toujours un truc qui fonctionnait pas, et des trucs hyper improbables qu'on n'est pas du tout censé avoir à cet âge-là, mais je me suis jamais inquiétée, jamais dit que j'avais une maladie, quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai aménagé à Paris il y a à peu près 4 ans pour mes études. Et là, je suis tombée dans un rythme de vie très très intense, le rythme parisien, avec beaucoup de stress, la météo qui est moins clémente, plein de choses qui se sont passées. Et là, j'ai commencé à ressentir une fatigue vraiment extrême. Quand je faisais ma journée de cours, le soir, je pouvais plus rien faire. J'avais ça, j'avais toujours un peu des douleurs diffuses à droite à gauche, mais en fait, quand j'avais mal quelque part, je me disais, j'attends quelques jours, ça va passer. Mais en fait, c'était un peu ça en continu. Mais je m'en inquiétais pas trop parce que je me disais un peu que c'était dans ma tête, que c'était moi qui étais dramatique et qu'il y avait rien de particulier. Et puis à l'époque, j'étais en couple avec un garçon qui était très très actif, qui faisait beaucoup de choses. Et du coup, je me comparais un peu en me disant mais c'est moi qui suis feignante en fait. C'était c'est moi qui suis feignante. Et puis je me disais t'es fragile, tu vois, t'as toujours mal quelque part, mais il y a rien quoi. Donc c'était un peu ça. Et puis ça a avancé. J'ai déclaré une intolérance au lactose que j'ai découvert aussi petit à petit, et en fait j'ai commencé un peu à ce moment-là à me dire ok, j'ai une maladie, j'ai quelque chose. Il y a eu un peu un truc qui s'est passé dans ma tête où quand j'ai commencé à chercher à me dire là il y a peut-être un truc qui va pas. T'as commencé à associer en fait. Ouais, j'ai commencé à associer les trucs et je me suis dit ok, j'ai quelque chose qui va pas, il faut qu'on trouve ce que j'ai comme maladie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans ma tête, à aucun moment j'ai pu penser que j'avais le SAID, vu que je ne savais même pas que c'était génétique. Oui. Pour moi, c'était forcément un truc qui allait se guérir. Enfin, on allait trouver ce que j'avais. À un moment donné, je me suis même dit, je dois avoir chopé, je sais pas, la mononucléose pour être aussi fatiguée. Je vais attendre, ça va se soigner, ça va se régler, tu vois. Bon, du coup, le temps passe un peu. Et puis, je commence à comprendre que je suis intolérante au lactose, mais pas trop. Et se passe une période où, en fait, en 3 semaines, je perds 7 kilos.
Je suis clouée au lit depuis 2 mois la majorité du temps. Je reste en télétravail alors que je suis en alternance parce que j'ai plus aucune force, j'ai des migraines tout le temps. Je suis vraiment très très mal, quoi. Et donc ça se conclut par ces 3 semaines où je perds beaucoup de poids. Je vois je ne sais combien de médecins généralistes. Je n'avais pas trop de médecins traitants à cette époque-là vu qu'à Paris c'est très compliqué. C'est compliqué, effectivement. Je vois 3 médecins différents qui me disent que mes symptômes c'est que je suis enceinte alors que je sais que je ne le suis pas parce que j'ai fait un test, j'ai fait une prise de sang, je suis sous pilule et j'ai mes règles à l'instant où je vais les voir, donc tout dit que je ne suis pas enceinte, mais j'ai 3 médecins en 3 semaines d'affilée qui me disent que c'est ça et qu'il faut juste que j'attende que ça se voie à l'échographie. Et puis on finit, j'insiste et je finis par aller aux urgences même si c'est pas une urgence en me disant bah là en fait je sais plus quoi faire, je peux plus vivre, j'ai très très mal, je pouvais même plus me lever de mon lit et aller chercher un verre d'eau, là on était vraiment cata. Et donc voilà, je finis par tomber sur un médecin aux urgences qui me dit que c'est peut-être une intolérance alimentaire, et donc là on fait les tests des intolérances alimentaires, etc. Et c'était l'intolérance au lactose. Donc voilà, et sur le moment je suis un peu soulagée, je me dis s'il faut, j'étais hyper fatiguée parce que j'étais intolérante au lactose et que j'en consommais, c'était mon système... De toute façon, tout était lié à ça, quoi. Voilà, je me suis dit, mon corps il va être un peu en inflammation tout le temps, et ça fait ça, quoi. Donc le temps passe un peu. Et puis quelques mois plus tard, ma maman commence à me parler de plus en plus fréquemment du CED, à me dire « Ah mais ça tu sais c'est un symptôme du CED ». Quand je lui disais qu'est-ce qui allait pas, parce que ça allait beaucoup mieux en ayant enlevé le lactose, mais j'avais encore des choses qui restaient, elle commençait un peu à semer des petites graines, à me dire « Ça on dirait que c'est le lactose, voilà ». Donc je commence un peu à y réfléchir dans ma tête. Et ce qui a été vraiment le gros déclic, c'est que j'arrivais plus à faire de sport depuis 3 ans, alors que j'étais très très sportive, je faisais du sport 5 fois par semaine et plein de sports différents. Et j'essaye une énième fois de me remettre au sport, je me mets au crossfit, et sauf que j'ai des douleurs absolument atroces dès que je fais du sport, je ne peux plus dormir après pendant 1 semaine tellement j'ai mal. Donc là, ça met un petit puce à l'oreille, et à la salle de crossfit, je participe à un cours de, comment ça s'appelle, de mobilité, mobilité, étirement, machin. Et le cours était donné par une ancienne contorsionniste. Et en fait, elle s'amuse à montrer des mouvements et tout, et elle se rend compte que je suis souple, et elle arrive à me mettre dans toutes les positions qu'elle veut. Et elle me dit, mais ça, c'est impossible sans avoir fait des années d'entraînement. Et je me dis, ok, il y a peut-être un truc. Et à cette époque-là, je parlais avec un garçon qui était kiné et qui connaissait le CED et qui, je ne sais pas pourquoi, m'avait déjà parlé du CED. Et donc, je lui dis en rigolant, ah purée, je suis tellement souple que je peux faire des trucs de contorsionniste. Et je sais plus quelle phrase il me dit, mais il me dit un truc en mode meuf, je veux pas poser de diagnostic, c'est pas mon job, mais c'est un peu le CED, quoi. Je sais plus comment il me l'avait dit, mais voilà. Et là, ça fait un espèce de truc dans ma tête où je me dis, putain, ok, c'est ça. Ouais. Et j'appelle ma maman et je lui dis, et elle me dit, ok, il faut que tu prennes rendez-vous avec un médecin pour avoir un diagnostic. Et je lui dis, j'en suis incapable, je peux pas, il faut que ce soit toi qui le fasses. Donc c'est ma maman qui a trouvé un centre à Paris qui est spécialisé dans le CED, qui a pris rendez-vous avec un spécialiste. Parce qu'il y en a que 4, je crois, en France, de centres de Il y en a, c'est très très peu. Je sais même pas combien il y en a, mais c'est très très peu. Et en plus, il y a encore une histoire de centre de référence, centre pas de référence, c'est encore plus compliqué, mais voilà, donc elle me trouve un rendez-vous avec un spécialiste. Le délai d'attente était normalement d'1 an. Et ma maman au téléphone, qui est toujours très forte dans ces moments-là, explique qu'elle-même, elle a le CED et qu'elle est certaine que je l'ai, et que ma vie est une cata. Tant que je ne serai pas prise en charge, c'est la cata. Et elle arrive à avoir un rendez-vous en 3 mois. 3 mois, ah oui, quand même 3 mois. Quand même 3 mois. Mais c'est 3 rien fois du tout. moins que le... Enfin, 4 fois moins. Quand j'ai appelé dans certains centres de référence, parce qu'on en parlera après, mais il y a des démarches, les dossiers MDPH et tout, c'est hyper compliqué. Il faut faire valider le diagnostic dans un centre de référence, de compétences, de référence, je sais plus comment on dit, mais... Et quand j'ai appelé, on m'a annoncé 4 ans de délai pour voir un médecin. Donc voilà. Ok. Donc voilà, et donc j'ai attendu patiemment ce premier rendez-vous. J'ai eu un premier rendez-vous où en gros on te fait des questions. En fait, il faut savoir que donc il y a 13 formes de CED. 12, on a trouvé quel est les gènes qui merdent. Ok, donc là pour le coup ça se fait par une prise de sang assez facilement. Voilà, et il y en a une forme où on ne sait pas encore quel est le gène qui est responsable. C'est le CED hypermobile, qui est aussi le CED le plus commun. Ouais, d'accord. Et on n'arrive pas à l'isoler. Non, on n'arrive pas pour l'instant. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours. Ça se débloque beaucoup. Mais c'est le CED le plus commun, et c'est celui qu'on n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Et c'est le CED que j'ai, spoiler. D'accord. Donc ça veut dire que toutes tes prises de sang étaient négatives en termes de tests génétiques. Ouais. Ok. Ouais. Et mais je pense que je vais en refaire parce que c'était pas forcément des tests génétiques. On faisait aussi d'autres trucs en même temps. Donc
Voilà, mais voilà. Mais le diagnostic a été posé sur l'ensemble de toutes les anomalies que tu avais au niveau... Parce qu'en gros, c'est ça. Ça se fait en 2 fois. En 2 fois ? Ouais, en gros, la première fois, j'ai vu un médecin où il y a un questionnaire, je crois que c'est les critères de New York, si je dis pas de bêtises. Il te pose plein de questions et il y a des échelles et voilà, en fonction de ça, il note. Et en fait, bon, moi, à la sortie de ce rendez-vous, le médecin m'a dit « Je peux pas vous dire officiellement que vous l'avez, le diag n'est pas complet, mais vous l'avez. » D'accord. Donc, et ça a été très cool parce que du coup, je l'ai eu un peu en 2 temps, de me dire « Je pense que je l'ai, mais c'est pas complètement officiel. » Donc, bon, voilà. Et j'ai eu, 1 ou 2 mois après, 1 semaine de batterie d'examen où j'ai vu là... cardiologue, angiologue, pneumologue, tout plein de médecins différents, spécialisés, et en plus spécialisés dans le CED. Et là, on a fait plein d'examens, et même en allant au test d'effort, au truc d'apnée du sommeil, enfin en faisant vraiment tout. T'as fait tes apnées du sommeil, t'as fait un scanner IRM et tout aussi ? Ouais, j'ai fait... Je pourrais même pas me souvenir de tout ce que j'ai fait, mais... En partie, je le dis parce que j'ai peur d'oublier, parce qu'on le retrouve, on l'a dit, 80% du corps humain et des organes sont constitués de collagène et de tissu conjonctif, et donc aussi les vaisseaux sanguins. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle des... pourquoi j'arrive plus ? Je pense que je suis fatigué. On peut faire des anévrismes, des malformations, et notamment des anévrismes aortiques ou des artères cérébrales. C'est pour ça qu'on fait des IRM et des scanners, notamment pour aller rechercher ces anomalies-là, parce que c'est le genre de choses où c'est asymptomatique jusqu'à ce que le soit, et quand ça devient symptomatique, en général, c'est... Donc, toi Et du coup, moi, j'ai fait beaucoup, en plus, parce que comme j'ai mon papa qui est décédé d'un anévrisme, je suis encore plus suivie. Oui. Et du coup, moi, on m'a fait carrément des échos de chaque partie du corps. Donc, j'ai eu un jour angiologue, je sais pas, j'ai fait les artères digestives, un jour, j'ai fait les jambes, un jour, j'ai fait machin. Donc, je crois que j'ai vu 3 angiologues différents, chacune spécialisée dans cette partie du corps-là. Et comment vont tes artères ? Elles vont plutôt bien, sauf j'ai une sténose du tronc cœliaque. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est mon artère qui est là, j'ai un tendon ou un ligament qui s'est enroulé autour. Et donc, à l'heure actuelle, elle est fermée à 60%. D'accord. Mais ça ne me gêne pas du tout au quotidien parce que j'ai un... Enfin, ça me gêne pas du tout, non, c'est faux, ça me gêne. Mais je crains rien dans le sens où j'ai un super cœur, j'ai beaucoup de chance et voilà, il contrebalance le truc. C'est plus embêtant au niveau alimentaire, en fait. Dès que je mange... En fait, toute ma vie, j'ai été une petite mangeuse. Je suis très fine, j'arrive pas à prendre de poids. On a compris d'où ça venait maintenant. Oui. Et en fait, j'ai toujours la sensation que quand je mange un repas normal, pour moi, c'est comme si j'avais mangé une énorme raclette. Voilà. Donc, c'est très désagréable comme sensation. Donc, tu manges en plus petite quantité. Donc, maintenant que je le sais, j'essaie de manger plus de petits repas fractionnés, des choses comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est une... Et ça, ils t'ont expliqué que c'était lié au tendon qui était enroulé autour du tronc cœliaque à cause de... Ouais, il peut pas augmenter le débit, le système digestif peut pas augmenter le débit au moment de la digestion. Donc, ok. Exactement. Et en plus de ça, du coup, j'absorbe moins bien les nutriments et les choses comme ça. Oui, forcément, ok. Donc, d'où le fait que je sois toute fine et que j'arrive pas à prendre de poids. Et que, voilà. Et au niveau des examens, les autres, il y a eu des choses qui ont été... Bon, déjà, le tendon, ça a été en faveur du syndrome d'Ehlers-Danlos, du CED aussi. Ouais. Non, je me souviens pas de trucs très graves qu'ils aient trouvé. Enfin, il y avait des petites anomalies un peu à droite à gauche, mais il y avait rien de très grave. Mais juste, ils ont vu effectivement que tous mes tissus conjonctifs étaient anormaux, j'ai envie de dire. Voilà, ils ont vu en faveur d'un CED, voilà. Et ensuite, tu vois le tout dernier spécialiste, qui est la personne qui pose le diagnostic, qui regroupe un peu tout ce qui a été vu. Et là, j'ai le diagnostic qui a été confirmé. Voilà. Et donc, dès le début, on voit en fait que, et c'est ça qui est compliqué dans le diagnostic et même dans l'orientation des patients, parce qu'après, une fois que tu es dans la boucle et que tu as toute la batterie d'examen, on va dire, alors je dirais pas que c'est facile, mais on va dire que là, on peut pas le louper. Mais en fait, quand tu prends les symptômes isolés, ils sont ultra anodins et ultra courants. Ouais. Et encore plus, et j'ai envie de dire, encore, heureusement, aujourd'hui, c'est un peu en train de changer, mais très banalisé chez les femmes. Syndrome de fatigue chronique, le côlon irritable, enfin, tous les signes digestifs qui sont liés, le fait d'être hyperlaxe, où on confond souvent d'ailleurs hyperlaxe et souplesse, ce qui n'a absolument aucun rapport. Parce que moi, par exemple, je suis plutôt très hyperlaxe à cause des défauts sur mes articulations. Pourtant, je suis raide comme une planche de bois. Donc, c'est vraiment deux choses. Effectivement, on a tendance à dire la personne, elle est très souple, alors que
bah non, la preuve, toi, t'as jamais fait d'étirement. Pour atteindre de la souplesse, il faut faire des étirements, alors que toi, t'avais pas besoin de ça, donc ça veut dire que t'es hyper lax, c'est quelque chose de différent. Mais effectivement, de façon anonyme, et vu que c'est une maladie qui est rare et qu'on ne sait pas, on n'a pas le fil rouge qui relie les différents symptômes entre eux. Donc effectivement, en plus, fatigue chronique chez la femme, c'est ultra banalisé. Ça fait partie d'ailleurs de l'endométriose aussi, de pourquoi on passe à côté. C'est exactement la même banalisation. On a cherché l'endométriose pour moi aussi, tu vois, typiquement. Ça ne m'étonne pas parce que le syndrome de la fatigue chronique, je crois que ça se dit comme ça, SFC, c'est commun à plein de choses. Ouais. Donc en fait, c'est exactement comme l'intolérance au lactose, comme l'intolérance à plein de choses. Donc effectivement, et on va dire que la chance qu'il y a, on va dire, c'est vraiment le dernier mot qu'il faut utiliser, mais le syndrome des dans l'os, c'est vu que en général ça touche aussi les parents, je pense que ça doit venir beaucoup du dessus. Ouais. Et c'est là où c'est un peu piégeux, c'est que tu vois, quand j'ai commencé à me dire, ok, j'ai vraiment une maladie, j'ai un truc, il faut que je cherche ce qui se passe. Je suis allée voir plusieurs médecins. Alors j'ai commencé à aller voir des médecins généralistes, vu que voilà, même au moment où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, à chaque fois j'allais voir les médecins, je savais pas expliquer ce que j'avais tellement de trucs différents, voilà. Et je me suis posée avec ma meilleure amie qui fait des études en médecine. Elle m'a dit, ok, on liste tous tes antécédents familiaux, tous tes antécédents médicaux et tous tes symptômes, et tu vas voir un médecin avec ce papier parce que sinon t'oublies la moitié des trucs à chaque fois. Et je suis allée voir je ne sais combien de médecins généralistes en quelques mois, en apportant à chaque fois cette liste. Et dans les antécédents familiaux, il y avait bien que ma maman avait le syndrome des lèvres dans l'os. Et personne, à aucun moment ne m'a dit « Ah, ben peut-être que, vu que c'est quelque chose qui est génétique, vous avez ça. » Parce que c'est ça qui est fou. Alors, le fait que... Parce que tu vois, il y a quelques jours, j'étais avec mes super potes qui sont tous médecins généralistes et je leur ai dit que j'allais tourner cette vidéo. Et je leur ai parlé du syndrome des lèvres dans l'os et vraiment, aucun ils l'ont dit. On a eu un cours là-dessus pendant l'externat. Et en fait, ça fait partie, ta meilleure pote est interne maintenant. On sait que dans toute la théorie qu'ils doivent apprendre, et du coup, il y a plein de trucs qui passent à la trappe. C'est ça. Et non, elle n'est pas encore interne au moment où on tourne cette vidéo, mais bref, elle sort de l'externe. Donc justement, on va dire que le syndrome des lèvres dans l'os, elle le maîtrise à sa santé, mais dans 4 ans, si jamais elle fait MedG par exemple et qu'elle est diplômée en tant que médecin généraliste, voilà quoi. C'est ça. Donc on va dire que s'il y a des étudiants en médecine qui regardent cette vidéo, le principal truc à retenir, c'est que c'est génétique. Donc quelqu'un qui a un antécédent de syndrome des lèvres dans l'os et qui se présente pour fatigue chronique, hyperlaxe et ce genre de choses, on se doit de se poser la question du syndrome des lèvres dans l'os. Finalement, ce qui est drôle, c'est que le corps de métier soignant qui connaît le mieux le SED, c'est les kinés. Ils ont une formation assez approfondie là-dessus. Et j'ai pas mal de kinés autour de moi. Voilà, c'est un pur fruit du hasard. Et ils connaissent très très bien le syndrome des lèvres dans l'os. Voilà, c'est juste petit fun fact. Je sais pas pourquoi dans cette formation-là... Je suppose qu'en tant que... quand t'es patient et atteint du syndrome des lèvres dans l'os, tu dois être suivi par des kinés. Parce que t'as beaucoup plus de blessures, etc. Est-ce que t'as déjà eu des cicatrices? Parce que moi, du coup, dans ce que j'ai lu, et dans les anomalies du collagène, il y a une cicatrisation qui peut être complètement anormale pour des coupures complètement anodines. T'as vu ça aussi? Ah oui, complètement. En fait, là aussi où ça m'avait fait un peu de tilt à l'époque, quand j'habitais avec ma meilleure amie, je me souviens qu'on a fait une soirée et je sais plus qu'est-ce que j'ai fait, j'ai genre un bouchon ou un truc qui m'a glissé sur la main et ça m'a fait une entaille pas hyper profonde, enfin voilà, une petite marque. Et la première chose que j'ai dit à ma meilleure amie, c'est « Ah, fais chier, ça va mettre des semaines à cicatriser, ça va être chiant. » Elle m'a dit « Non mais tu rigoles, c'est un mini truc, tu vois. » Et donc toi, t'avais ancré ça? Ouais. Ok, c'était normal que tu mettes des semaines à cicatriser. Ouais. Donc ça aussi, un gros point sur le syndrome des lèvres dans l'os, le retard de cicatrisation et des plis qui peuvent être très moches alors qu'il se passe pas grand-chose. Une ampoule, ça met 6 mois à partir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si on récapitule, parce qu'on n'a pas récapitulé jusque-là, t'avais donc trouble de l'équilibre, parce que ça revient souvent de la proprioception. Et de la proprioception, donc qui fait que tu te cognes, etc. Mais ça aussi, ça peut être banalisé complètement. En plus, t'es une femme. Voilà, une femme, c'est maladroite. C'était l'instant beau. Non mais voilà, clairement, tu te rends compte tous les clichés. Donc, douleur chronique. Ouais, et douleur, avec le SED, c'est que t'as pas toujours les mêmes douleurs au même endroit, ça change vraiment d'endroit du corps, et ça fonctionne un peu par crise, donc il y a des moments où t'as très mal, des moments où t'as pas du tout mal.
Donc voilà, douleur diffuse et improbable en plus, parce qu'on l'expliquera peut-être après, mais t'as du coup une perception qui est complètement différente, vu que tes tissus sont différents, etc. Et donc, par exemple, je fais tomber une tasse sur mon pied, suivant le jour et comment mes capteurs veulent réagir ce jour-là, soit je ne vais même pas le sentir, ça va rien me faire, et voilà. Donc ça peut être dangereux, tu peux te blesser et ne pas t'en rendre compte. Je me suis cassé le poignet, et je savais pas que je me suis cassé le poignet jusqu'à ce qu'on me dise que ça s'était voilà. Ou à l'inverse, ça peut me faire mal comme si je m'étais pris un camion sur le pied. L'hyperalgésie. Okay. C'est ça. Donc en plus, tu as ce truc de douleur, des trucs que tu peux pas expliquer. Là, il y a quelques semaines, pendant 2 jours, j'ai eu mal aux chevilles comme si je venais de me les casser, alors que je n'avais rien fait. D'accord. Donc quand tu sais pas que t'as le CED, tu te dis juste mais pourquoi j'ai mal, genre c'est dans ma tête, je suis complètement ma boule quoi, enfin voilà. Donc il y a ça aussi, des douleurs un peu tout le temps. Et qu'il est lié à la fatigue, donc aussi toujours fatigué, de tout ça, toujours fatigué, beaucoup d'entorses. Et puis des soucis de santé plus ou moins inexpliqués, tu vois, à 18 ans j'ai fait une pneumopathie très très grave, j'ai eu décollement de je dis jamais bien le mot, mais plèvre, je sais pas comment on dit. J'ai failli littéralement perdre mon poumon quoi. Et les médecins étaient tous unanimes sur le fait que à cet âge-là c'est impossible d'avoir ça, ils n'arrivaient pas à expliquer comment j'avais chopé ça. Mais encore une fois c'était quelque chose de très isolé, donc inexplicable, mais relié au reste on comprend mieux. C'est ça. Et tu peux avoir aussi des saignements anormaux aussi, de ce que j'ai compris. Ouais. Je saigne beaucoup dès que je me coupe. Mais pareil, voilà, moi je me suis toujours dit, je saigne beaucoup, bon voilà. On rigolait du fait que mes jambes, j'avais beaucoup de bleu, donc quand je vais me faire épiler, les esthéticiennes à chaque fois elles me disent, mais ça va, vous êtes fait mal, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, bah non, je saurais même pas dire où je me suis fait mal. Ok. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi trouble digestif, du coup, c'est ce que tu disais. Trouble digestif, plus. Tu peux développer plein d'intolérances alimentaires. Ma maman, elle est intolérante à tellement de trucs, voilà. Et puis, oui, troubles digestifs de manière générale. Il y a des personnes qui passent de la constipation à la diarrhée dans la même journée. Tu captes moins bien les nutriments. Enfin, en fait, ce qui est piégeux avec le CED aussi, c'est que c'est une maladie qui a plein de... Je déteste ce mot parce qu'il est aussi moche que ce que ça représente, de comorbidité. T'as plein d'autres trucs qui sont créés à la suite de ça, quoi. Et donc problèmes digestifs, tu peux avoir des problèmes gynéco aussi. Donc moi, typiquement, j'ai toujours eu des douleurs pendant mes règles, mais j'avais pas d'endométriose. On a cherché côté SOPK, mais bon, il y avait rien non plus, donc j'avais des douleurs pendant les règles. J'ai des troubles hormonaux où mes hormones, elles font n'importe quoi. J'ai même un groupe de gynéco à Toulouse qui s'était réuni pour travailler sur mon cas. Et ils ont jamais compris pourquoi qu'est-ce qui se passait, quoi. Et donc maintenant, je vais être suivie par une gynéco spécialisée du CED et on va prendre ça en compte. Mais voilà, tu peux avoir plein de trucs sur absolument tout ton corps. Et il y a même des trucs neuro. En fait, du coup, tes tissus conjonctifs sont plus fins, sont plus fragiles, mais dans ton cerveau, du coup, comme ils sont plus fins, toutes les infos vont beaucoup plus vite. Donc, ça fait des personnes qui peuvent être plus intelligentes, entre guillemets, où les choses vont beaucoup plus vite dans leur cerveau, mais ça peut aussi créer des troubles type TDAH, syndrome du spectre autistique... voilà, il y a tout un tas de trucs. Faut pas oublier que dans le cerveau aussi, c'est des tissus conjonctifs. Donc en fait, ça fait aussi des trucs au niveau neuro, psy, choses comme ça. Donc là, on a parlé un peu de tous les symptômes et juste de l'enfer dans lequel je pense que tu peux vivre tant que t'as pas une étiquette là-dessus. Donc il y a eu un parcours avec des délais qui peuvent être très longs. Une fois qu'on a posé le nom sur ce syndrome, qui au final, on ne dit pas maladie parce que syndrome, c'est un ensemble de dysfonctionnements, même si là, on a une cause, c'est-à-dire une anomalie génétique au niveau, on a dit, du codage de la protéine de collagène. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, alors je vais faire un petit spoiler alerte, c'est une maladie qui ne se guérit pas, il n'y a pas de traitement curatif. C'est une maladie, vu que c'est une maladie génétique, les maladies génétiques où il y a une seule anomalie, on pourrait imaginer de la thérapie génique, comme la spina bifida par exemple, qui marche, mais là on a plusieurs gènes qui sont anormaux, comme dans la mucoviscidose. Au final, c'est exactement le problème de la mucoviscidose, c'est exactement le problème du diabète de type 1 aussi. C'est des maladies qui ne sont pas du coup héréditaires à 100% parce qu'il y a plein d'anomalies dans les gènes, mais ça fait aussi que on peut pas faire de thérapie génique. Donc, la thérapie génique, ça consiste dès l'enfance à aller pour le coup injecter quelque chose qui va venir modifier l'ADN.
à l'inverse des vaccins ARN messagers. Là, c'est vraiment une modification de l'ADN. Ça pourrait être un espoir thérapeutique. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas ça. Non. Donc, pas de traitement curatif, mais qu'est-ce qui a changé du coup à partir du moment où on t'a diagnostiqué le syndrome de Ehlers-Danlos et qu'on a posé des mots dessus? En fait, tu bascules d'un enfer à un autre. Super. Parce que, comme tu as dit, c'est un enfer qui est un peu plus doux quand même, parce que maintenant tu sais ce qu'il y a et tu sais que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Moi, j'ai la chance d'avoir été diagnostiquée tôt, donc j'ai aussi l'espoir de stabiliser mon état. C'est pas une maladie dégénérative, mais plus tu tires sur la corde et plus tes symptômes vont être importants quand tu vas vieillir. Donc c'est plus une question de trouver un équilibre plus jeune, donc ça c'est cool. Mais en fait, une fois que j'ai eu le diagnostic, t'es un peu lâché dans la nature, et en sachant qu'il y a très peu de professionnels de santé qui connaissent le CED, donc c'est très dur de trouver des professionnels de santé. En gros, moi, je suis repartie du rendez-vous du diagnostic avec une prescription pour des vêtements compressifs, qui est le premier soin à être mis en place. Ce sont des vêtements qui, comme le nom l'indique, te compressent. C'est la même chose qui est utilisée pour les brûlés, les grands brûlés. Enfin, c'est pas exactement le même tissu, mais c'est la même chose. Et en gros, ça permet de diminuer la fatigue parce que, en fait, la première fois que j'ai enfilé les vêtements compressifs, j'ai eu l'impression que mon corps tenait. Je sais pas comment expliquer cette sensation, mais j'avais l'impression que mon corps avait une contenance et qu'il était tenu. Donc ça diminue la fatigue parce que tu as moins cet effort à faire pour te tenir. Et ça améliore, je trouve, pour moi, beaucoup la proprioception. Je me cogne beaucoup moins. D'accord. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'était le premier truc, même si c'est pas très agréable à porter. Ouais. Et tu vois, en fait, ce qui est un peu piégeux aussi avec ça, c'est que chaque soin qui va t'apporter quelque chose, en positif, t'apporte un peu de négatif, dans le sens où c'est dur à porter des vêtements compressifs parce que, déjà, c'est pas agréable. Et puis, tu revois toute ta garde-robe parce que les vêtements compressifs, ça se voit. Puis, t'apprends à vivre avec le regard des gens. Au début, je m'étais dit, moi, je m'en fous. Si on voit mes vêtements compressifs, c'est pas grave et tout. Ouais, et en fait, j'en ai trop marre des gens qui te regardent et qui te demandent. J'ai aucun mal à en parler. Au contraire, j'aime bien en parler. Mais il y a des fois, t'as juste envie d'être tranquille, quoi. On t'a déjà abordé comme ça en te demandant... Ouais, j'ai eu des remarques même... j'ai souvenir d'une fois, je pense qu'il m'a décidé à ne plus montrer mes vêtements compressifs. En gros, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 7 kilos dans les 3 semaines. J'ai jamais réussi à les reprendre. Et du coup, il a fallu que j'aille racheter des pantalons. Et donc, je faisais déjà un 36. Donc là, tu vas chercher du 34, du 32. C'est pas dans tous les magasins. Enfin bref, j'arrive à trouver... c'est le pantalon que je porte aujourd'hui en plus. Un pantalon en 32. Et puis, en fait, j'ai demandé plusieurs fois à la dame de changer les tailles et tout. Elle finit par m'apporter le 32. Le 32 me va. Et en haut, on voyait mes vêtements compressés. J'avais enlevé mon t-shirt, je sais pas, voilà. Et en fait, je me mets à pleurer, un peu les larmes aux yeux de putain, je fais du 32, quoi. C'est la plus petite taille qui existe. Je suis vraiment devenue... j'ai perdu tellement de poids et tout. Et la dame me regarde, elle me dit non, mais faut pas pleurer parce que vous êtes mince, hein. Vous savez, il y a tellement de gens qui en rêvent. Voilà, donc déjà... Et elle regarde, mais je vois qu'elle s'attarde sur mes vêtements compressifs. Elle me dit non, en plus, vous faites exprès de maigrir. C'est quoi, vous avez des vêtements pour ça, là, non? Et j'étais en mode ok. Et tu sais, sur moi, j'ai même pas su quoi répondre. Tu sais, je l'ai regardé. Et je pense que je sais même plus ce que j'ai répondu. J'étais tellement sous le choc c'est lunaire, du comme truc. réflexion. Tu vois, t'es déjà en train de chialer parce que tu dis putain, j'ai perdu du poids, j'arrive pas à le reprendre. Et en plus, à cette époque-là, je savais pas forcément que c'était... Enfin si, j'avais pas compris que c'était la sténose. Enfin tu vois, j'étais dans le plein du truc du process. Et ouais, ça a été le truc le plus violent. Et là, je me suis dit en fait, ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Où j'allais... Non, il y a eu un deuxième truc aussi... au début, j'essayais encore une fois de reprendre le sport. Je m'étais dit avec les vêtements compressés, c'est bon, je vais pouvoir reprendre, ça va très bien se passer, je vais plus avoir de douleur. Et je suis allée courir et c'était à Toulouse, il faisait chaud. Donc j'ai pas mis de vêtements sur mes vêtements compressifs parce que sinon j'allais clamser, hein, il faisait trop chaud. Et j'étais avec mon beau-père et en fait heureusement qu'il était là parce que les gens me regardaient trop bizarrement. Ah bon, à ce point-là? Et j'ai été hyper rassurée qu'il soit là. Et donc je me suis un peu dit genre je pourrais jamais sortir toute seule avec. Et j'ai une fois essayé de sortir toute seule avec mes vêtements compressifs et je saurais plus te dire la réflexion que j'ai eue, mais j'ai eu un peu un truc du style aussi j'avais entendu des messes basses en mode elle est hyper maigre ou des trucs comme ça parce qu'en plus quand t'es compressé tu parais encore plus maigre. Et j'avais eu des trucs en mode elle est déjà suffisamment maigre, pourquoi elle met des vêtements de sudation ou des trucs comme ça. Il y a de quoi te donner des TCA en plus de... Enfin, genre presque, quoi. En mode te mettre une étiquette dont t'as clairement pas besoin, quoi. C'est ça. Du coup, j'ai décidé de me protéger, de plus forcément montrer mes vêtements compressifs. Quand j'ai commencé mon nouveau job en CDI, typiquement, je l'ai laissé, on en parlera après, mais tout le monde dans mon entreprise était au courant de ma maladie. Donc,
Je l'ai laissé. Donc quand je suis dans des cadres sécurisants, je m'en fiche un peu qu'on les voit, et puis après sinon non, je fais en sorte qu'on les voit pas, je suis plus tranquille, et puis esthétiquement c'est mieux aussi, donc je me suis dit bon bah j'ai adapté ma garde-robe petit à petit. Mais voilà, donc pour reprendre premier soin, point, c'est ça. Vêtements compressifs, et après du coup il y a quoi d'autre Après il y a tout un tas de petits objets du quotidien. Par exemple, j'ai des coussins qui sont les mêmes coussins qu'on met dans les fauteuils roulants pour éviter les douleurs en position assise. Le fait d'être assise et pas bouger me crée beaucoup de douleurs. Je pensais que c'était tout le monde, tu vois. Ça aussi, il y a tellement de trucs où je pensais que c'était tout le monde qui était comme ça. Donc voilà, t'as plein de petits trucs un peu du quotidien. Et ensuite, moi, je suis un peu partie avec juste ça, quoi. Et je pensais qu'avec mes vêtements compressifs, ma vie allait redevenir normale. Et ça n'a pas été le cas. Et là, s'en est suivi une année un peu d'errance. Je finissais mes études, je me suis lancée en freelance. Après, j'ai pris un CDI. Il y a eu beaucoup de choses qui bougeaient dans ma vie. J'ai aménagé avec mon copain. Et en fait, j'étais vraiment... je mettais un peu de côté la maladie, j'avais pas encore compris que j'avais ça, mon cerveau a vraiment mis longtemps à capter l'info. J'avais un peu l'impression que ça allait partir, quoi. Je sais pas trop comment dire, j'étais un peu dans le déni. Je pense que j'ai fait un peu une phase de déni, tu vois. Ouais. Jusqu'à ce que là récemment, je saute un peu les étapes, mais j'avais repris un CDI qui m'a beaucoup fatiguée. C'est mon mental qui a pris, parce que quand tu es absolument épuisée et très douloureuse et que tu te forces à continuer à avoir une vie normale, et en plus ne pas vouloir paraître au travail que tu es au bout de ta vie et tout, c'est ton mental qui prend très très cher. Et donc j'ai repris contact avec ma psychiatre qui m'avait suivie à l'époque et qui m'a suggéré d'essayer de trouver un psy qui serait spécialisé dans le suivi de maladies. Ah, donc t'as été suivie, d'accord. Ouais, et j'ai trouvé un psychologue qui est spécialisé dans le CED. D'accord. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Oui, parce que là, on parle beaucoup de physique, mais il y a énormément la santé mentale dans l'histoire. Ouais. C'est presque le plus dur. Ouais, je pense que c'est presque le plus dur. Et là, ça fait quelques mois que j'ai commencé le suivi avec lui. Et en fait, c'est en allant le voir, premier rendez-vous, il me dit est-ce que vous voulez qu'on commence direct à discuter, ou est-ce que vous voulez qu'on prenne 30 minutes et je vous explique votre maladie ? Je dis maladie parce que c'est plus simple que syndrome, mais... Oui, non, mais bien sûr. Je vous explique votre maladie. Et là, il m'a expliqué. Donc déjà, il y a plein de choses que je n'avais pas du tout comprises. Et il m'a parlé de tout ce qui était possible de mettre en place, et notamment, par exemple, que c'était essentiel de faire de la kiné. Et là, tu repars dans l'errance parce qu'autour de chez moi, il n'y a pas de kinés qui ont de la place. Donc tu négocies, tu trouves un kiné, et puis tu demandes si le kiné connaît le CED, il te dit que oui. Et puis j'ai été suivie pendant quelques mois par un kiné qui ne faisait pas ce qu'il fallait. Malgré le fait qu'il t'ait dit qu'il connaissait le CED. Ouais. En gros, on m'a expliqué que pour un bon suivi d'un patient CED, c'est 15 minutes de massage, 15 minutes de renforcement musculaire, 15 minutes de proprioception. Et là, je faisais que du renforcement musculaire, mais il n'était pas du tout derrière moi. Heureusement que j'avais des connaissances en sport, parce que j'aurais très clairement pu me faire mal. Oui. Voilà, donc en fait, j'ai arrêté. Et maintenant, tu vois, typiquement, je suis encore à la recherche d'un kiné. Okay. Y en a un kiné spécialisé dans le CED qui regarde cette vidéo et qui est dans le 70. Qui est sur Toulouse. On va anticiper sur Toulouse. J'aimerais bien revenir vivre à Toulouse, donc voilà, ce serait soit l'un soit l'autre. Ouais, mais déjà, on peut voir plus loin. Oui, la vidéo 77 ou Toulouse. Ce serait incroyable. Les deux surtout. Okay. Ce serait incroyable, mais tu vois, là, j'en ai trouvé une, elle est dans Paris, mais en transport en commun, c'est 1h40 depuis chez moi, et niveau fatigue, c'est juste... Même y aller 2 fois par mois, ce serait énorme, donc... Voilà, donc le kiné, et puis après, en fait, ça dépend de quelle est ta forme de CED et qu'est-ce qui, toi, t'embête, parce que, tu vois, avec ma maman, on a toutes les deux le même CED, le CED H, hyper mobile. Hyper mobile, ouais. Mais on n'a pas du tout les mêmes douleurs ni les mêmes problèmes. Oui, donc au sein du même type, tu peux avoir une symptomatologie du même type et de la même famille. Ouais. Enfin, c'est la même génétique et on n'a pas les mêmes... On en a qui sont donc pareils. Les anomalies génétiques s'expriment de manière différente Exactement. Et du coup, après, ça dépend de chaque personne. Et on est plus dans du soin de... C'est un peu dur de dire ça, mais de confort, en fait. On sait que c'est pas des choses qui vont régler ton truc. C'est vraiment des choses pour que ton quotidien soit bien. C'est justement un traitement symptomatologique et pas curatif. C'est ça la différence. C'est ce que j'avais lu aussi là-dessus. Ouais. Okay. Donc après, tu vois, tu as des centres antidouleurs pour gérer la douleur, parce que aussi, ce qui est piégeux avec les douleurs du CED, c'est qu'elles sont résistantes aux antalgiques. Ouais. Oui, du coup, tu commences à te bouffer les anti-inflammatoires et après tu fais... Donc en fait, moi, je me suis toujours rendu compte que je supportais très mal le Doliprane. Typiquement, ça me casse. Et en plus, ça ne me fait jamais partir mes douleurs, tu vois. Ou pareil pour l'ibuprofène, ou pareil pour... tout un tas de trucs, quoi. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes et des soucis qu'il y a. Et ensuite, on va traiter, je sais pas, si tu as des problèmes digestifs, tu vas traiter ça. Des problèmes gynéco, tu vas traiter ça.
Voilà. Mais après, il existe encore plein d'autres choses que je dois sûrement oublier, mais je suis moi-même en train de découvrir petit à petit et de là, et du de coup, tester. Quoi. tu dirais que là, si on parle purement, on parlera après de la vie en dehors de la maladie, mais est-ce que vis-à-vis de ta maladie, là, tu as récupéré les points de vie? Est-ce que ta qualité de vie, si on devait au plus bas de ta qualité de vie, est-ce que là, tu dirais qu'il y a eu une évolution quand même avec le diagnostic et la prise en charge psychologique C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que je pense que je suis dans le moment compliqué. Comment dire ça? En fait, je pense que je suis dans la phase où je me rends compte. Typiquement, quand j'ai mis mes vêtements compressifs pour la première fois et que ça m'a enlevé les douleurs, c'est hyper positif. Je gagne des points de vie, j'ai moins mal. Mais tu dois les porter. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'avant, j'avais mal. Ah oui. Je m'étais jamais rendu compte que j'avais mal comme ça tout le temps. Et du coup, c'est un peu un truc dans ta tête en mode waouh, mais comment j'ai vécu tout ce temps avec ça? Et en fait, tu te rends compte un peu de ta condition. Et là, j'ai un peu ce truc. Après, c'est sûrement moi, ma manière de gérer le truc, mais à chaque fois, des fois, qu'on m'apporte un petit truc positif et que je vois l'écart par rapport à avant, j'ai un peu le truc de me dire wow, mais c'était gravissime et tout. Donc, oui, j'ai des trucs qui s'améliorent petit à petit. Mais pour l'instant, j'ai un peu la sensation que c'est un parcours du combattant parce qu'il faut trouver les soignants, il faut trouver les protocoles, il faut trouver tous les trucs. Ah oui, et j'ai oublié dans les soins, il y a un traitement qui est préconisé dans le cadre du SAMA. Je ne sais plus quel est le nom de cet acronyme en entier. Pas mal de personnes qui ont le CED ont le SAMA. Et en fait, ils ont un traitement pour ça qui enlève les symptômes. Et ils sont en train de faire des tests et ils se sont rendus compte que même les personnes qui ont un CED mais qui n'ont pas de SAMA, qui prennent ce traitement, ça diminue considérablement leur fatigue. Ah d'accord, ok. Donc je suis actuellement en test, je suis un petit singe de laboratoire. Ok, sûr pour prendre justement, toi t'as pas le SAMA, donc je connais pas du tout. Ouais. Mais d'accord, donc tu prends quand même. Donc typiquement je prends ça et on va voir si ça agit sur ma fatigue. Donc voilà, c'est vraiment des trucs de test. Voilà, j'ai oublié de dire ça. Mais donc, est-ce que j'ai récupéré des points de vie ou pas ? D'un côté, oui, parce que je sais, parce que j'avance, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, parce que c'est hyper positif. Et d'un autre côté, non, parce que maintenant, c'est un peu le contre-coup mental. Et je me rends compte des limites de mon corps qui ne pourront pas être repoussées. C'est-à-dire qu'avec toutes les améliorations que je vois, je suis très contente, mais je sais où sont leurs limites. Et typiquement, on en parlera après, mais... travailler à plein temps, c'est pas possible. On va en parler rapidement. En même temps, mais voilà, donc t'as plein de trucs où, même là, tu vois, en ce moment, je suis en arrêt maladie suite à tout ça, on en parlera plus après, mais j'ai tout mon temps de ma journée pour faire tout ce que je veux, mais en fait, je ne peux pas. Des fois, au tout début, parce que là, je suis en train d'apprendre, et ces 2 derniers mois, j'ai tellement progressé, je suis très contente de ça, mais en fait, au début, je me dis, j'ai tout plein de temps libre. Non, déjà, j'ai passé 1 mois au lit à récupérer. Une fois que ça a été un peu mieux, je me suis dit, j'ai plein de temps libre, j'ai récupéré de l'énergie, je vais faire plein de trucs. Mais en fait, je me mettais dans le rouge tout le temps et j'étais... Voilà. Et donc, en fait, tu peux avoir une journée de libre devant toi, mais en fait, non, on explique souvent la fatigue chronique avec la théorie des petites cuillères. Je sais pas si c'est le moment d'expliquer ça, mais... Si, la théorie des petites cuillères, parce que moi j'avais une autre image qui venait, donc tu me diras, vas-y, la théorie des petites cuillères. J'ai 2 images pour expliquer ça de la fatigue chronique, parce que c'est vrai que tant qu'on le vit pas, c'est assez compliqué, et même quand on le vit, moi j'avais tendance à me dire que j'étais juste feignante, et que voilà, je fatiguais plus vite que la moyenne, voilà. Mais en gros, la théorie des petites cuillères, c'est que un être humain normal a un nombre... assez important de petites cuillères au début de sa journée, donc on va dire, je sais pas, 100. Et prendre sa douche, ça lui prend une petite cuillère, se faire à manger, ça lui en prend une, aller au travail, ça lui en prend 2, voilà. Et une personne qui a le CED, elle va avoir beaucoup moins de petites cuillères, elle va se lever peut-être avec 40 petites cuillères quand elle va bien et 20 petites cuillères quand elle est en période de crise. Et par contre, prendre une douche, ça lui prend 3 petites cuillères, se faire à manger, ça lui en prend 4, aller au travail, ça lui en prend 7. Donc à la fois, elle a moins de réserve et en plus, elle consomme plus, quoi. Exactement. Ouais, bon, c'est à peu près l'image qui me venait aussi. Voilà. Ok. Et sinon, moi, je dis que j'ai une batterie d'iPhone. Ils se déchargent beaucoup plus vite. Voilà. Mais sinon, mon autre image, et c'est ce que je m'aide pour apprendre... du coup, maintenant, il faut que j'apprenne à gérer mon niveau de fatigue, à savoir qu'est-ce qui me fatigue plus, reconnaître quand... je fonctionne avec un système de feu vert, feu orange, feu rouge. Ok, je suis dans le vert, ça va. Et par contre, je sais que quand je passe dans le orange, il faut que je m'arrête tout de suite parce que le rouge, il arrive très, très vite. Et une fois que je suis dans le rouge, je mets très longtemps à récupérer. C'est ça, c'est la différence. L'image, elle peut être ça. C'est que normalement, il y a un côté assez linéaire pour les personnes qui sont pas malades. Tu passes dans le orange, mais
tu sais que tu peux encore pousser un peu. Ouais, moi, je le fais tout quotidiennement. Ouais. N'est-ce pas? Mais donc, du coup, oui, ça n'a pas du tout ce même référentiel. Mais c'est ça où je me dis, même là, en fait, ce que tu as écrit, t'es vraiment en pleine phase d'acceptation du diagnostic et tout ça. Mais il y a l'air de rien aussi de se dire que c'est normal que tu ressentes ça. C'est la grande différence, c'est que jusqu'à maintenant, tu te comparais. Parce qu'on adore se comparer entre humains. Bien et sûr. tu disais, oui, cette personne est capable de faire ça. Moi aussi, je suis capable. Oui, sauf que la différence, c'est qu'elle n'a pas une anomalie sur X% de gènes qui codent son collagène. Donc, bien évidemment, qu'on n'a pas le même référentiel, en fait. Ouais, tout à fait. T'as plus le même truc. Et ça, je pense qu'à partir de là, du coup, t'as peut-être arrêté de te comparer. Et l'air de rien, c'est aussi bien de pouvoir se décharger en se disant, c'est pas de ma faute, c'est de ma faute du syndrome d'Ehlers-Danlos, en fait. C'est con, mais ça doit aider, même si là, t'es encore dans la phase... Je suis en plein process, voilà, je suis en plein process parce qu'il y a des moments où je me disais... Franchement, je sais que je suis quelqu'un qui peut être assez dur avec moi-même, mais j'ai une période où je me suis clairement épuisée au travail et où, en fait, je me disais... non, mais en fait, s'il faut, c'est juste que t'es plus fatiguée que d'autres, mais c'est pas le syndrome d'Ehlers-Danlos. En plus, moi, je suis très... Comme il n'y a pas le test génétique et que j'ai pas eu un truc sous mes yeux qui me prouve que j'ai ça... J'en viens des fois, là ça y est, c'est un peu passé, mais j'ai eu une période là de quelques mois où j'en venais à me dire, mais s'il faut, en fait, j'ai pas du tout la maladie, c'est encore moi qui me fais des films. Presque tu vois, tellement psy, oui, voilà, c'est ça, c'est tellement c'est ancré, tellement on me l'a dit dans ma vie. Oui. Mais là, ça y est, j'ai un peu passé le truc, j'ai capté, enfin vraiment, plus je vois de médecin et plus il m'explique la maladie, puis je suis en mode, ok, c'est vraiment carrément moi. Oui, donc voilà, maintenant je comprends effectivement que c'est là, que c'est pour ça, et j'arrive à accepter que oui, c'est pas ma faute si je suis fatiguée, c'est pas du tout que je suis feignante. Ce qui est plus dur à accepter, c'est que je suis quelqu'un de très actif, qui aime bien faire 1000 trucs en même temps, qui a toujours des nouvelles idées, et je me sens complètement bloquée dans ce que j'ai envie de faire. Et c'est en ça que je suis complètement encore dans le process d'acceptation, c'est que, et ces dernières semaines, on en a un peu parlé avant, mais ça va être un peu compliqué parce que je me sens bloquée dans mon corps. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un différentiel entre ce que veut faire ton cerveau et ce que te permet de faire ton corps. Exactement. Et c'est un peu compliqué parce que ouais, tu te sens un peu enfermé dans ce corps qui te permet pas de faire ce que tu as envie. Et bon, il y a des jours où je suis en mode c'est pas grave, je suis hyper positive en me disant ma vie elle va être différemment, elle va être plus tranquille et en fait c'est pas plus mal. Voilà. Et il y a des jours où j'ai la haine et j'ai énormément de chance d'être très bien entourée et j'ai un copain qui, le pauvre, sert un peu des fois de punching ball, mais il y a des fois où je débarque dans le salon de nulle part et j'ai la haine, j'aurais envie de frapper dans un punching ball, de lui dire... Parce que tu n'arrives pas à te dépenser. Ouais, parce que je lui dis, là j'ai envie de faire ça et je peux pas et j'y arrive pas et mon corps il me suit pas et je me sens bloquée. Et ouais, j'ai des grandes phases de colère. Je vais à l'aquabox et après ça va mieux. L'aquabox, ok. Ouais, ah mais ça aussi, ça fait partie des soins, c'est bien, j'y pense au fur et à mesure, mais une activité physique, c'est hyper essentiel parce que ce qui est hyper piégeux, c'est que quand t'as mal, t'as tendance à ne rien faire et plus tu fais rien et plus tu perds en masse musculaire et plus t'as rien qui tient. Déjà que tes ligaments ils tiennent rien, si en plus t'as pas de muscles qui tiennent, les articulations elles prennent super cher. Donc il faut une activité physique, mais il faut une activité physique adaptée. Ouais. Et moi les médecins quand ils m'ont dit bon vous faisiez quoi comme sport avant, j'ai répondu du karaté, du tennis et de la muscu. Oui c'est vrai. Et ils m'ont dit vous oubliez tout ça, c'est niet, surtout karaté tennis c'est niet. Ouais. Et moi je leur ai dit je fais quoi? Ils m'ont dit de la piscine, de l'aquagym. Et là, je les ai regardés en mode, vous vous foutez de ma gueule. Et j'ai mis 1 an avant d'accepter de pousser la porte de la piscine. Et j'ai trouvé une piscine très cool à côté de chez moi où je fais des cours d'aquagym et notamment d'aquabox. J'ai trouvé des trucs qui me conviennent. Mais c'est long aussi, tu vois, c'est long de trouver les trucs qui te conviennent. Et puis, il faut que ton corps y reprenne et tout. Donc, j'ai pu reprendre le sport. J'arrive à y aller 2 fois par semaine. Et voilà, mais je suis à la piscine avec des personnes qui ont l'âge de ma maman, voire de ma mamie. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que c'est très connoté comme... oui, donc voilà. ça doit être... mais bon. Quand tu passes de faire du karaté, du tennis à faire de l'aquagym avec des seniors, c'est un petit... Voilà, mais... Oui, ça fait partie des trucs qui doivent être... c'est ça. Qui mettent du temps à être process et à ouais, c'est ça. Quoi. Mais bon, ça pour le coup, j'arrive plus à en rire maintenant parce que... en fait, il y a des jours où quand je suis en crise et que j'y vais, j'ai plus de douleur qu'elle. Il y a des cours où je vais qui sont très tranquilles, qui sont qu'avec des retraités, des mamies. Enfin, surtout maintenant que je suis en arrêt, j'y vais en journée. Et il y a des fois où elles arrivent à faire beaucoup plus que moi. Et maintenant, à peu près tout le monde dans mon cours est au courant de ce que j'ai. Et les profs, notamment, sont au courant. Et on en rigole en disant « mais t'es la plus jeune, voilà. Et pourquoi, voilà ?» Et des fois, c'est drôle aussi. On est au vestiaire, elles se plaignent de leur douleur, qu'elles ont mal là et là. Et je suis en mode je comprends. Tout pareil. Voilà, tout pareil. Okay. Donc voilà, on en rigole. Elles me disent que je suis leur petite mamie. Voilà. Bon, après, là, rien, ça aide aussi. Enfin, ça aide. Ça aide. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Et du coup, dernière partie, on va
On va finir là-dessus. Ouais. Comment on vit au quotidien avec un syndrome des lèvres dans l'os? Comment, donc toi tu disais là, actuellement tu es en arrêt maladie, on en a parlé un peu en off, etc. Tu vas avoir, tu es en train de monter un dossier MDPH, donc pour avoir l'allocation pour les personnes handicapées. Ouais. Et la RQTH aussi, la reconnaissance qualité travailleurs handicapés. Ouais, voilà, c'est ça. Notamment. Donc au final, le syndrome des lèvres dans l'os, c'est une incapacité, on a dit, ça ne se guérit pas. C'est une incapacité fonctionnelle qui dure dans le temps et qui te suivra toute ta vie. Et c'est reconnu en France comme du coup un handicap. Ouais. Mais c'est compliqué. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu là où t'en es dans ta phase professionnelle pour essayer de... Quelles sont les démarches, etc. Alors, c'est reconnu comme un handicap et handicap invisible. Et c'est là où tout se complique parce que tu dois tout justifier vu que ça ne se voit pas. Et en plus, c'est une maladie rare, donc voilà, c'est très compliqué. Moi, pour le coup, au début, quand on m'a annoncé le CED, je ne me suis même pas posé la question de l'impact que ça aurait sur ma vie pro. J'ai eu le diagnostic une semaine après avoir décidé de me lancer à mon compte en freelance. Donc au début, je me suis lancée en freelance et en fait, je travaillais environ 5 heures par jour, j'aménageais mon emploi du temps et donc pendant ces 8 mois où j'étais freelance, le CED avait très peu d'impact sur ma vie. Et maintenant, je le comprends pourquoi, parce que en fait, dès que je me sentais fatiguée, je me reposais, je tirais pas sur la corde, j'adaptais mon emploi du temps, voilà. Donc ça fonctionnait très bien et puis pour de multiples raisons, j'ai repris un CDI, j'ai trouvé un peu le poste. En gros, je m'étais dit, je suis très bien en freelance, mais je kiffe aussi le CDI pour être en entreprise pour les collègues, pour les sous, pour le fait que par rapport à ma maladie aussi, j'avais un peu ce truc de si demain je peux plus travailler, je suis pas protégée. Oui, je me rappelle avec toi. En tant que freelance, t'avais personne qui voulait, t'avais pas d'assurance pour maintenir ton salaire. Exactement. J'avais toqué à des portes pour avoir des assurances, en gros, pour compléter des indemnités que tu n'as pas quand tu es en freelance. Et tout le monde m'a dit, non, avec le CED, on ne vous prend pas en charge. Donc, je me suis fait un petit coup de flip par rapport à ça et tout. Et je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas mieux que je reprenne un CDI ? Ça m'enlève la charge mentale de quand t'es à ton compte, parce que tout le monde est en mode c'est trop beau, c'est trop bien, t'es libre, mais t'as quand même une charge mentale qui est plus importante. Et je me suis dit, comme ça, je me décharge de ces charges mentales et je reprends un CDI. J'avais très envie d'avoir des collègues et tout, mais par contre, je m'étais dit, c'est soit je trouve le CDI parfait, soit je reste en freelance, quoi. Et il se trouve que dès mes premières recherches, j'ai trouvé le poste vraiment de rêve. Si j'avais écrit une fiche de poste, c'était celle-là. J'ai postulé, j'ai été prise, je suis rentrée dans cette entreprise. Là où j'ai eu énormément de chance, c'est que dès les entretiens, j'ai joué carte sur table et je leur ai expliqué que j'avais cette maladie, etc. Et ils m'ont pris en connaissance de cause. Et pour moi, c'était vraiment obligatoire de leur dire que j'avais ça. Non seulement parce que je me voyais pas cacher mes vêtements compressifs et avoir ce stress qu'un jour on les voit et qu'on me dise qu'est-ce que c'est, machin. Et pouvoir expliquer peut-être que j'ai des moments de down, des choses comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des boss bienveillants et qui m'ont pris en connaissance de cause et qui, voilà, donc voilà. Et je me suis mise à travailler et on m'avait dit plusieurs fois qu'un temps plein, en ayant le CED, c'est très très compliqué, qu'il y a assez peu de gens qui arrivent à maintenir ce rythme-là. À cause justement de cette batterie qui est différente. Exactement. Ce stock de petites cuillères. C'est ça. Et du coup, moi, je leur ai rionné. Je leur ai dit, j'ai 24 ans, les gars, bien sûr que je vais réussir à travailler à temps plein. Enfin, je suis jeune, je sors d'études, j'ai trop envie de taffer, bien sûr que ça va fonctionner, quoi. Et j'ai pris ce job. Spoiler alerte. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas. Voilà, des fois, il faut écouter les médecins. C'est ça aussi, j'apprends à écouter les médecins, parce qu'au début, j'étais beaucoup dans le rejet de tout ce qu'ils me disaient. Ouais, complètement. Oh, c'est bien de le dire aussi. Oui, non, de ouf. Et je sais que ça venait d'un truc beaucoup plus loin, où j'ai un peu une phobie des blouses blanches. J'ai carrément fait... Enfin, je suis en thérapie EMDR, des trucs comme ça pour... parce que j'étais dans des états d'angoisse dès que j'avais des rendez-vous médicaux, mais c'était l'horreur. Enfin, bref. Donc voilà, j'ai pris ce CDI et puis le premier mois, voire 2 premiers mois, mon copain très gentil m'a dit puisque tu as repris un job à temps plein qui est un peu loin de la maison, pendant 2 mois tu t'occupes de rien à la maison, je fais le ménage, les cours, je m'occupe de tout, tu te concentres sur ton job et de prendre ton nouveau rythme. Donc ok, on fait ça pendant 1 mois, et au bout d'1 mois et demi, il me dit là il serait temps que tu reprennes petit à petit un peu ta part, c'est bon Bichette là, voilà. Donc j'ai commencé à essayer de reprendre, et en fait je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Quand je rentrais chez moi, j'étais épuisée, j'étais incapable de faire à manger, j'étais incapable de faire quoi que ce soit.
L'été est passé, j'étais un peu en plus en télétravail, ça a été un peu mieux, et puis septembre est arrivé, le rythme normal a repris, et là ça a été la dégringolade complète. J'étais en état d'épuisement absolument total. Dès que j'étais pas au taf, j'étais au lit, quoi. Voilà, j'ai tiré la sonnette d'alarme auprès de mes boss en leur disant que j'étais vraiment au bout. On avait une période assez charnière qui arrivait en fin d'année en plus, où il fallait que je sois en forme, et je leur ai dit, est-ce qu'on peut passer sur un 4/5e, donc travailler que 4 jours sur 5, pour que je puisse un peu me reposer, et surtout reprendre les rendez-vous médicaux, parce que j'avais quand même pas mal de rendez-vous par rapport à ma santé, et même ça j'arrivais même plus, enfin j'étais vraiment épuisée, quoi. Et puis n'en parlons même pas, j'avais même plus de vie sociale, enfin c'était vraiment là t'étais au bout du Rolls, quoi. Ouais. Donc voilà, on a testé le 4/5e pendant 1 mois et demi. Et puis la période charnière est arrivée, et là, je pouvais plus être en 4/5e, et on s'est dit, bon, ça va, c'est genre 1 mois et demi où je reprends à plein temps, et après, on va réaménager mon poste en arrivant en janvier. Et sauf que ce mois et demi a été l'horreur absolue, où là, j'ai recommencé à avoir les mêmes symptômes que j'avais eu avant qu'on trouve que j'avais intolérance au lactose. J'ai recommencé à perdre du poids, j'ai recommencé à faire des migraines, et j'en suis arrivée à faire des malaises tous les jours, vomir tous les jours, d'épuisement, en fait, tout simplement d'épuisement. Voilà, et c'est mon copain qui a tiré la sonnette d'alarme. Un jour, on discutait, et il m'a dit, un peu, voilà, il parle peu, mais quand il parle, c'est très clair. Il m'a dit, je veux que tu quittes ton job. Et sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit, de toute façon, moi, si je quitte mon job, c'est pour prendre un job à Toulouse. Je suis toulousaine à la base, et j'ai très envie de rentrer à Toulouse. Je lui ai dit, si je reprends un job, c'est à Toulouse. Et il m'a dit, oui. Il faut que tu rentres dans une ville qui est plus adaptée. Ouais, en fait, tu peux pas... Il y a un moment, tu te suradaptes à ton environnement, mais il faut aussi que ton environnement s'adapte à toi. Et être dans une plus petite ville, où tu as moins de temps de trajet, où tu as moins de stress, c'est pas aussi la même culture du travail, où il y a plus de soleil, parce qu'on en rigole, mais en vrai, la pluie et le froid, ça augmente les douleurs fois 1000. Les articulations et tout, c'est l'horreur. Donc voilà, et ça m'a fait un peu un électrochoc. Et sur le moment, je me suis dit, non, mais je vais quand même pas quitter ce job, il est trop bien, j'ai des collègues trop cool, les missions me plaisent, j'ai des boss qui sont tout ce qu'on peut rêver d'avoir comme boss, c'est mon premier CDI, enfin, j'ai pas envie, quoi, j'ai vraiment pas envie. Mais ton corps te disait l'inverse. Mon corps me disait l'inverse, j'ai encore un peu tiré sur la corde, je voulais pas mettre en arrêt maladie parce que c'était la période charnière, j'ai tiré. Les vacances sont arrivées, et puis en fait, j'arrivais pas à récupérer non plus pendant les vacances. Dès que j'ai repris le taf, au bout de 4 jours, j'étais dans le même état qu'avant les vacances. Et là, j'ai accepté l'arrêt maladie. Et ça a été très dur. J'ai pleuré pendant 4 jours d'être en arrêt maladie. Mais vraiment, genre non-stop. J'appelais ma mère en pleurant pendant 2 heures au téléphone. Parce que pour moi, c'était vraiment un échec, quoi. Oui. C'était l'échec de j'ai pas réussi à tenir, j'ai pas réussi à faire... Pourquoi mon corps il suit pas, machin. Et donc quand on m'a mis en arrêt maladie, je pensais vraiment que ça serait pour quelques jours, voire semaines en fait. Et en me mettant en arrêt maladie, j'ai repris un suivi médical un peu plus poussé, et où tout le monde m'a expliqué que non, en fait, déjà j'étais en état d'épuisement total et qu'il fallait plus de temps pour récupérer que ça, et surtout qu'il fallait du temps pour trouver les bons professionnels de santé, pour trouver les bons soins qui me conviennent, et aussi pour toute la partie apprendre à gérer son rythme de vie, à trouver son rythme de vie, et prendre le temps aussi de digérer émotionnellement tout ça, parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais oui, j'ai récupéré des points de vie, mais en fait, j'arrive pas encore à les voir, ces points de vie que j'ai récupérés, parce que je suis un peu la tête dans le truc, donc il me faut un peu le temps pour ça, et puis il me faut le temps de faire les dossiers MDPH, qui sont très longs, très compliqués, c'est des dizaines et des dizaines de pages à remplir, d'examens à mettre en plus, de documents, de lettres rédigées par les médecins qu'il faut aller solliciter. C'est très dur mentalement aussi, ça prend du temps, mais c'est aussi dur mentalement, parce que comme c'est une maladie rare, qui n'est pas connue des personnes qui vont lire ton dossier, il faut que tu détailles tout. Et surtout, il faut que tu détailles tout l'impact sur ta vie. Donc, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce que tu ne peux pas faire, tout ce que tes proches t'aident. Donc, c'est une situation qui est un peu délicate. Et il me faut ce temps aussi pour le faire et me laisser le temps mentalement de digérer. Et puis, réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après. Parce qu'il est clair et net, j'ai très très bien compris que je ne pourrais plus travailler à plein temps. Maintenant, il faut l'accepter, parce que c'était pas du tout la vie que je m'étais imaginée, ni la vie dont j'avais envie.
Des fois, je me dis, j'aimerais trop être quelqu'un de hyper feignant et qui aime pas bosser. Ça faciliterait vraiment la vie. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc voilà, réfléchir à qu'est-ce que je fais. Et puis, y a la réalité de la vie, quoi. Enfin, tu te lances dans la vie active. J'ai fini mes études il y a pas très longtemps. T'as envie de faire plein de trucs. Il y a aussi un aspect financier. Hein. Quand t'es après reconnu handicapé, oui, t'as des aides, des machins, mais ce sera jamais le même salaire que si tu travaillais à plein temps. Donc, tu te dis qu'il y a certains projets qui vont être retardés. Voilà, ça impacte aussi tes proches, des choses comme ça. Voilà, et puis la réflexion de en fait, quand j'étais en freelance, c'était beaucoup mieux pour mon corps parce que je pouvais vraiment gérer ma fatigue, mon rythme de vie. Ouais, mais en fait, si je suis en freelance et que demain je peux plus bosser, j'ai toujours ce problème de sécurité voilà, financière, machin. Donc, est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu réfléchis à plein de choses? Et puis, moi, pour le coup, en plus, j'avais plein de projets entrepreneuriaux dont on a parlé plein de fois. Tout à fait. Dont un qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, tu sais de quoi je parle. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, déjà, seule, c'est pas possible. Et puis même, voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Et en même temps, j'ai l'impression que si je le fais pas, je passe à côté du truc qui me fait vibrer, quoi. Donc, il y a vraiment cette question de... voilà, trouver un équilibre de vie pour être bien, parce que je ne veux jamais retourner dans l'état d'épuisement où j'ai été cette fin d'année 2024. C'était absolument horrible à vivre. Donc j'en ai bien conscience, je veux l'éviter, mais ça demande de faire des sacrifices. Oui. Alors le mot, c'est pas sacrifice, c'est de renoncer. Concession. Ouais, je suis dans une phase, m'a dit mon psychologue, de renoncement et d'accepter que la vie que j'avais idéalisée ne sera pas ça, mais que je peux créer quelque chose de beaucoup plus... Enfin, tout aussi chouette, voire beaucoup plus chouette. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont le CED et qui sont... voilà, qui ont des carrières très cool, que ça leur plaît, qui ont une vie très cool, qui ont une vie de famille, qui ont réussi à avoir des enfants, qui ont... Voilà, donc il y a vraiment un truc de... je vais aller vers du mieux. Ouais. Mais il faut que j'accepte pour l'instant de renoncer à certaines choses, voir qu'est-ce que je dois renoncer. Et après, ça ira, quoi. C'est fluctuant. C'était comme on disait, c'est pour ça qu'on voulait tourner la vidéo maintenant, c'est que t'es en pleine phase de transition. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut aussi cerner vraiment, parce que là, tu dis, on dit une batterie d'iPhone, on dit qu'on a moins de petites cuillères, mais je pense que même à ce stade-là, tu sais pas encore exactement combien de cuillères t'as, et combien de cuillères te prend telle ou telle action dans la journée. Donc le jour où t'auras vraiment cerné tes limites et que tu te connaîtras encore mieux dans cette maladie, tu sauras de ce que t'es capable vraiment de faire ou de pas faire, quoi. Exactement. Et que voilà. Ouais. Mais je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme tu l'as dit, c'est aussi le petit truc un peu plus optimiste de cet échange, c'est qu'il y a des personnes qui vivent déjà t'as pas de durée de vie qui est diminuée, non, pas du et tout. c'est surtout tu peux continuer à avoir une vie active, ce qui n'est pas tout le cas dans tous les handicaps. Tout à fait. C'est juste qu'effectivement il faut je pense que l'une des principales choses à accepter, si on parle que de la vie active, c'est de ne pas avoir un 100%. Mais au final un 100% c'est un 100% français, c'est hyper c'est une comment dire, c'est presque une échelle, mais une échelle elle est ultra différente tu peux avoir, il y a des personnes qui sont à 80% juste parce qu'ils ont un enfant pendant 3 ans, et quand je dis juste, c'est que c'est volontaire. Pendant 3 ans ils vont être à un 4/5e, il y a des personnes qui vont bosser même qu'à mi-temps, et là on parle même pas d'un mi-temps, je pense, pour toi. Donc il y a plein de choses qui sont faisables, quoi. Mais c'est vrai, oui, mais c'est la phase de transition, quoi. Ouais, et c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo à ce moment-là, parce qu'au début je t'avais dit on fera un truc quand tout ira mieux, que voilà, ce sera un peu plus rangé et tout. Et en fait déjà je me suis rendu compte qu'il n'y aura pas forcément de moment où je vais me dire oh là ça va bien, parce que comme c'est fluctuant, ça bouge tout le temps. Et surtout j'avais aussi envie de montrer la réalité de ce qu'est le parcours. Mais effectivement il y a un côté très positif, et comme je te disais, il y a des jours c'est fluctuant, je suis très en colère, très triste, très machin, et il y a des jours où j'arrive à voir le bon côté, à me dire ok, en fait ma vie elle va pas être comme je l'avais prévu, mais elle va être trop chouette, parce que je vais faire des choses que je n'aurais peut-être pas faites si j'avais pas eu le CED. Je vais vivre différemment, et en fait c'est très cool. Et même à l'heure actuelle, tu vois, avec mon copain, on a une vie qui est beaucoup plus tranquille, où on prend le temps de... alors c'est un peu le truc à la mode sur les réseaux, tu sais, la slow life. Nous on le fait pas version à la mode, mais tu vois, on prend le temps d'aller chercher nos produits à la ferme, de cuisiner. C'est ok de ne rien faire du week-end, c'est ok de... et ce qui joue beaucoup, c'est l'entourage, et ça je voudrais le souligner un peu enfin, c'est que ce qui est hyper important, c'est d'être bien entouré, et c'est ma plus grande chance, vraiment. Je remercie tout ce que je peux d'avoir ça. J'ai un copain trop cool, ma maman qui est très présente aussi, et des amis qui sont, ils le savent, comme ma famille, et d'autres personnes que je considère comme ma famille.
et qui sont hyper compréhensifs, hyper aidants, hyper... ouais, c'est un truc hyper important et d'avoir un peu ce petit monde qui s'adapte aussi à moi au final, hein, parce que j'ai beaucoup de chance et je suis sûre que je vais faire plein de trucs qui vont être cool, qui seront pas du tout ce que j'aurais fait à la base, mais ça va être très cool. Et tu vois, ça pousse aussi à prendre des décisions qui sont bonnes pour moi. Je pense que là, je suis en arrêt maladie, je sais pas encore si je reprendrai dans cette entreprise ou pas, si le poste sera adapté ou pas. Mais dans le cas où je reprends pas dans cette entreprise, j'aimerais aller retourner vivre à Toulouse, effectivement, notamment pour ma santé. Ça fait 4 ans que je suis à Paris, ça fait 4 ans que j'ai envie de revenir vivre à Toulouse et que la décision ne se fait pas. Et peut-être qu'elle va se faire grâce au CED. Oui, peut-être, effectivement. Donc voilà, il y a d'autres trucs positifs. Oui, il y a toujours des trucs positifs. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'air de rien, même si vu que tu es encore dans la phase de transition, mais je suis sûr que si on retourne une vidéo dans, disons, 2 ans, tu diras que le diagnostic a changé beaucoup de choses dans ta vie. Donc je pense qu'un des messages à retenir aussi de cet échange, c'est l'association de symptômes qui doit faire penser à ça aussi. Et que l'errance thérapeutique, je pense que ça rajoute une charge mentale dont on n'a pas besoin qu'on ait tout ça. Et que plus tôt on est orienté dans le bon chemin et plutôt on va dans la bonne direction. Complètement. C'est important d'être diagnostiqué vite parce que toute l'énergie que tu perds pas en errance médicale avant ton diagnostic, c'est l'énergie que tu peux mettre après dans ton suivi et dans améliorer ton quotidien. Et en vrai, je suis un peu négative tout à l'heure quand je dis tu pars d'un enfer à un autre. Non, c'est pas du tout la même chose. Je pense que tu passes d'un enfer à un autre avant d'aller vers quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il y a toute la phase qu'il faut pas du tout sous-évaluer l'effet de l'acceptation, etc. Parce que du coup, tu te reprends en visage des années et des années. Enfin, tu te reprends, tu l'as depuis toujours le syndrome d'erreur dans l'os. Donc non, je pense qu'il faut pas. Je pense que l'image elle est très bien. Faut le savoir aussi que le jour où le diagnostic il tombe, mais c'est comme d'autres maladies de ce type-là. T'as un coup de pelle, tu prends un coup de pelle dans la tête, tu passes dans un deuxième enfer parce que tu as toute l'acceptation, mais ce deuxième enfer, au moins tu sais qu'il va t'amener vers quelque chose d'autre. Ouais, et tu sais que tu as un avenir, mais c'est plus serein en fait. Enfin, tout le temps, moi je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais je sais pas ce que c'est, et je me souviens, j'en parlais à personne autour de moi, parce que, à part ma maman, du coup, parce que je me disais que c'était moi qui avais un souci, machin. En fait, tu te dis, mais t'es complètement perdu, qu'est-ce que je vais faire, tu vois pas ton futur, tu peux pas te projeter parce que tu dis il y a un truc qui va pas, et là une fois que tu sais, ça peut que aller mieux en fait, ça peut que aller mieux, donc sans regret d'avoir pris le diagnostic en pleine face, et avec le recul je me dis si j'avais fait moins l'autruche et que je l'avais eu plus tôt, ça aurait été encore mieux, en fait. Mais bon, chaque chose en son temps. Et puis, il y a la qualité de vie. Et puis, l'air de rien, on l'a dit, et toi, t'as de la chance de pas en avoir. Mais dans le syndrome d'air dans l'os, tu peux littéralement avoir des bombes à retardement dans le corps qu'il faut, le plus rapidement possible, identifier et les traiter. Parce que les anévrismes, pour le coup, t'es très bien placé pour le savoir, c'est quelque chose qui peut être mortel. Du jour au lendemain, Et donc, du coup, il faut... Ça fait partie de pourquoi il faut le dépister vite. Donc, voilà, si... au hasard, des personnes qui regardent cette vidéo, dans vos entourages, vous avez des personnes qui présentent ce genre de symptômes, il faut en parler et essayer de pousser dans cette direction-là. Et plus tôt t'es pris en charge et plus ton état se stabilise. Ce que me disaient aussi les médecins, c'est qu'aujourd'hui c'est dur pour moi parce que je peux faire beaucoup moins que quelqu'un qui a le même âge que moi. Mais par contre, plus on va vieillir quand on va arriver à 45 ans, parce que du coup, quand t'as le CED aussi, un des soins principaux, c'est d'avoir un rythme de vie sain. Tu dors minimum 8 heures par nuit, de toute façon, tu peux pas faire autrement. Manger sainement, de toute façon, tu digères pas le gras. Mais tu vois, en fait, t'as des trucs qui t'obligent à avoir un mode de vie sain. Oui, à un moment donné, le différentiel, il va s'estomper. Exactement, plus tu vas vieillir, et en fait, moins le différentiel va être important. Quand t'arrives à la cinquantaine, t'es au même niveau d'énergie que tout le monde. Et mon psy me disait qu'il a des patientes qui ont genre 92 ans et qui pètent le feu, parce qu'elles ont du coup toute leur vie eu un rythme de vie hyper sain, et au final leur corps et elles ont été suivies, etc., et donc elles ont un corps qui est en meilleure santé que quelqu'un qui aurait pas le CED. Donc c'est aussi ça l'espoir du truc, c'est que une fois que t'es diagnostiqué, tu peux mettre en place les choses qui font que ton état se stabilise, et même en fait au fur et à mesure du temps, je me dis moi quand j'aurai 50 ans je vais kiffer ma life, je vais prendre ma revanche. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à cet aspect là, mais oui, c'est hyper important de le souligner aussi, quoi. C'est dur parce que tu fais moins de choses que ce que tu aimerais faire, mais au moins ce rythme là tu l'as déjà, et tu connaîtras pas la crise de la quarantaine. Voilà, exactement. Et je pense que ça te fait des petites remises en question aussi. Tu vois, je me dis je peux travailler qu'à mi-temps,
Donc en gros, le taf que je veux faire, je veux vraiment encore plus kiffer et que ce soit encore plus une passion. Oui. Tu sais, du coup, ton énergie, c'est déjà le truc le plus précieux qu'on peut avoir, le temps et l'énergie, mais là, ça devient un truc tellement rare que tu as envie d'utiliser à bon escient et donc tu réfléchis beaucoup plus à qu'est-ce que tu fais dans ta vie et tout. Donc, tout à fait. C'est le côté positif du truc. Tout à fait. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à d'avoir toi. répondu à tout ça et de t'être livré à ça. Bon, en tout cas, on dirait que t'as l'habitude, tu passes toujours devant la caméra. Non. Si, je te jure. Mais c'est parce que je suis dans un contexte qui est rassurant et tout. Donc, bah écoute, tant mieux si t'as été à l'aise et j'espère que ça pourra aider, même tout simplement faire parler de cette maladie, faire connaître ce syndrome des lèvres dans l'os ou SED. Et même l'handicap invisible, qu'est-ce que vivent les gens qui ont l'air en bonne santé Bah, pour ça, je vous renvoie vers... on va avoir... pour la saison 2 de Dopamine, on va inviter Alice Devez, qui est la fondatrice de Petite Mue, qui est le... Tu vois ce que c'est le média qui sensibilise au handicap invisible. Qui sont... maintenant, ils sont beaucoup sur Insta aussi, c'est beaucoup LinkedIn, mais qui est le média justement qui vise à sensibiliser sur les handicaps invisibles dans l'entreprise. Trop cool. Ça, plus vite... plus on sensibilisera les entreprises à ça, et plus les personnes qui sont dans des conditions de handicap invisible, donc qui peuvent travailler mais pas à 100%, seront acceptées et on aura des postes pour eux. Complètement. Voilà. Merci, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des épisodes comme ça, de tourner dans mon salon un peu plus cosy. C'était très cool et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Salut. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason